Allez, faisons un petit sondage. Qui croit encore que le soleil tourne autour de la Terre ? Personne. Et non, mais c'est pourtant ce que tout le monde croyait autrefois, car on dirait bien que c'est le cas. Le soleil se lève à l'est, le soleil se couche à l'ouest. Le soleil se lève à nouveau à l'est, donc le soleil tourne autour de la Terre. Intuitivement, cela semble irréfutable. Bien sûr. Mais ce n'est pas vrai. Le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Tout le monde sait cela, mais seulement aujourd'hui. Alors pourquoi les gens croient-ils encore que la Lune tourne autour de la Terre ? Ce n'est pas vrai non plus. Il faut remonter plus de 500 ans en arrière pour commencer à se faire une idée de la difficulté que rencontre la science pour changer des faits universellement acceptés. Nicolas Copernic, vers 1510, a été le premier à proposer un système solaire héliocentrique, avec le Soleil au centre. Mais il ne l'a pas fait publiquement. Copernic envoyait des lettres privées à d'autres astronomes pour expliquer pourquoi le fait accepté d'un système solaire avec la Terre au centre devait être abandonné, au profit d'un système solaire avec le Soleil au centre, plus simple et plus correct d'un point de vue astronomique. La difficulté rencontrée par Copernic dans sa défense de ce modèle du système solaire était liée à une autre découverte conceptuelle audacieuse, le fait que la Terre tournait sur elle-même. Le concept de Copernic d'une Terre en rotation allait directement à l'encontre de 5 interprétations littérales de la Bible, selon lesquelles l'assise de la Terre était fixe et son fondement inamovible. Et l'Église catholique n'était pas prête à laisser cette vision du monde être remise en question ou modifiée. Copernic avait trop à perdre pour rendre publique sa théorie héliocentrique révolutionnaire, en tant qu'homme d'église lui-même. Mais 100 ans plus tard, Galilée n'était pas aussi réticent. Il avait des preuves basées sur l'observation, car il avait un télescope. Début 1610, Galilée observa pour la première fois les lunes de Jupiter, et il suivit leurs orbites. Oui, les lunes de Jupiter orbitent autour de leur planète. Elles tournent autour d'elle selon de véritables orbites, contrairement, comme nous le verrons bientôt, à notre Lune, qui voyage autour du Soleil avec la Terre. Galilée est devenu célèbre, ou tristement célèbre selon le point de vue, parce qu'il a découvert des mouvements orbitaux qui n'étaient pas tels qu'on les attendait. Ils ne correspondaient pas à la vision du monde acceptée, et cela a ébranlé la cosmologie de notre civilisation, qui prenait la Terre pour centre. Galilée était vraiment un révolutionnaire. Plus tard, en 1610, Galilée observa avec son télescope, qui n'avait qu'une ouverture de 38 mm, la planète Vénus, passant par des phases, tout comme nous observons communément la Lune passer par des phases. Galilée écrivit alors « Vénus imite la Lune » en latin dans son carnet. Il ne pouvait y avoir aucune autre explication à ces observations. Vénus était en orbite autour du Soleil. Les gens eurent peur de regarder dans le télescope de Galilée lorsqu'il l'installa sur la grande place de Pise. Ils avaient trop peur de voir leur vision du monde révolutionnée. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous vivons actuellement quelque chose de similaire concernant la Lune, qui est en orbite autour du Soleil et constitue avec la Terre quelque chose de comparable à un système planétaire double. Les gens, y compris les scientifiques, s'obstinent à l'appeler la Lune, suivant ainsi la dénomination de l'Union astronomique internationale. C'est une lune de la Terre, en orbite autour de celle-ci, qui montre ses différentes phases tout au long du mois lunaire ou lunaison, laquelle correspond à l'intervalle entre 2 nouvelles lunes consécutives. Le jour de la semaine préféré des amoureux de la Lune est bien sûr le lundi, ou jour de la Lune. Il vient juste après le jour du Soleil, alias Sunday en anglais. Mais revenons à la science. C'est ainsi que nos manuels scolaires décrivent les phases de la Lune, et c'est ce que les gens croient aujourd'hui. Tu remarqueras que la Terre constitue le centre de gravité de la Lune, et que celle-ci tourne autour de la Terre en suivant une trajectoire circulaire. C'est la vision géocentrique de la Lune. C'est ce que nous voyons depuis la Terre. La Lune se lève, la Lune se couche, la Lune se lève à nouveau, la Lune tourne autour de la Terre. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'échelle de l'espace. Il est grand temps de coperniciser la Lune. Nous devons commencer à voir la Lune d'un point de vue héliocentrique, comme nous le faisons pour tout le reste du système solaire. Tout d'abord, la vision géocentrique des phases de la Lune nous montre une Terre immobile, placée au centre de la trajectoire de la Lune pendant tout un mois lunaire. Mais la Terre n'est pas du tout immobile. Nous tournons autour du Soleil à une vitesse très élevée, entre 106 000 et 109 000 km/h. Par conséquent, toute image de la Lune tournant autour d'une Terre immobile est trompeuse, et même carrément fausse. La vue héliocentrique de la Terre et de la Lune se déplaçant ensemble dans l'espace devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Tu remarques maintenant que la Lune ne tourne pas autour de la Terre. Elle se déplace en même temps qu'elle, autour du Soleil.
La trajectoire de la Lune autour du Soleil est une trajectoire sinusoïdale d'avant en arrière. D'avant en arrière sur la trajectoire de la Terre qui avance toujours. Tu remarques aussi que la Lune va toujours elle aussi en avant. Elle ne retourne jamais en arrière, ni vers le Soleil, ni vers la Terre. En se déplaçant toujours vers l'avant et en étant sinusoïdale, la trajectoire de la Lune ne peut pas être qualifiée d'orbite, dans le même sens que les autres lunes du système solaire, qui orbitent autour de leur planète selon des trajectoires elliptiques. Il est donc faux de dire la Lune est en orbite autour de la Terre. La Lune orbite autour du Soleil en même temps que la Terre, ou la Lune et la Terre orbitent toutes deux autour du Soleil, sont des déclarations que Copernic et Galilée auraient approuvées. Mais la science d'aujourd'hui a du mal à accepter une vision héliocentrique de la Lune. Peut-être y aurait-il trop de livres à réimprimer. Peut-être que trop de professeurs d'astronomie devraient admettre qu'ils se sont trompés pendant toute leur carrière. Par conséquent, des objections sont avancées pour empêcher que la vision héliocentrique révolutionnaire de la Lune soit universellement acceptée. L'une de ces objections est que la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre, et qu'elle devrait donc être considérée à juste titre comme une lune de la Terre, un satellite orbital pour utiliser le terme astronomique. Indubitablement, la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre. Sinon, nous la perdrions pour toujours. Cependant, les représentations de ce fait bien connu et certain montrent toujours la Lune se déplaçant autour de la Terre, à l'intérieur de notre puits de gravité. Et ce n'est pas vrai. La Lune ne revient jamais vers la Terre comme elle devrait le faire si elle se trouvait sur une orbite elliptique. Ainsi, l'objection du puits gravitationnel peut être rejetée, parce que les astronomes qui proposent comme preuve orbitale que la Lune reste toujours en son sein omettent d'inclure le fait du mouvement sinusoïdal continu de la Lune vers l'avant. La vitesse d'échappement de la Lune pour quitter le puits gravitationnel de la Terre serait d'environ 4320 km/h. Par rapport à la Terre, la Lune se déplace actuellement à environ 3600 km/h. Quel type d'impact faudrait-il pour que la Lune atteigne les 720 km/h supplémentaires nécessaires à sa sortie du puits gravitationnel de la Terre? Si tu veux faire le calcul, tu peux mettre ton résultat dans les commentaires au-dessous de cette vidéo. Cela pourrait peut-être arriver, mais ça ne serait pas une bonne chose. Il existe une autre objection à considérer la Lune d'un point de vue héliocentrique. Et cela concerne le barycentre du système Terre-Lune. Le barycentre est le centre de gravité commun de la Terre et de la Lune. Imagine-toi assis sur une balançoire à bascule dans un parc. À l'autre extrémité de la balançoire, il y a un gros joueur de football américain professionnel. À quelle distance par rapport à toi le sportif devrait-il se trouver pour que vous soyez tous les deux en équilibre? Il devrait s'avancer presque jusqu'au centre de la balançoire. Tu es la Lune et le footballeur est la Terre. Même si Terre est un nom féminin. Le point d'équilibre du système Terre-Lune, le barycentre, se trouve à plus de 1605 km dans les profondeurs de notre planète. C'est ce point d'équilibre, comme le soulignent consciencieusement les astronomes, qui est en orbite autour du Soleil. C'est le point de vue héliocentrique. Copernic et Galilée approuveraient également. Cependant, ces astronomes ajoutent toujours à cela l'animation géocentrique de la Lune en orbite autour de la Terre, avec le barycentre à l'intérieur. De cette façon, ils peuvent continuer à dire que la Lune est en orbite autour de la Terre. Mais il est quelque peu malhonnête de combiner deux perspectives différentes dans une seule animation. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cela nous mène directement au véritable point de discorde qui nous empêche d'accepter que la Lune est en orbite autour du Soleil, le problème de la double planète. L'Union astronomique internationale refuse de considérer la Lune et la Terre comme une double planète. S'ils refusent de le faire, c'est presque uniquement parce que le barycentre du système Terre-Lune se trouve à l'intérieur de la Terre. Comme on le sait bien, on ne change pas facilement l'opinion des maîtres. Tu te souviendras que l'UAI a rétrogradé Pluton au statut de planète naine. Et ils ne sont toujours pas revenus sur cette décision malgré les preuves apparemment nombreuses que Pluton serait bien la 9e planète. Nous devrions peut-être réfléchir à ce que signifie être un terrien. Être un terrien, cela implique de reconnaître que nous sommes des personnes nées dans l'espace, en orbite autour d'une étoile jaune, près de la périphérie d'une galaxie spirale. Nous, c'est-à-dire tous les peuples de la Terre, vivons dans l'espace et nous sommes absolument des créatures de l'espace. Au-dessus de nous se trouve la Lune, la compagne de la Terre. Nous faisons une grosse erreur en nous référant à la Lune selon des paramètres géocentriques. Notre connaissance conceptuelle de l'espace est entravée par cette représentation incorrecte, dépassée et trop terrestre de la Lune. L'univers ne tourne pas autour de nous, et la Lune non plus.
Vous pourriez croire que nos télescopes sophistiqués nous offrent une vision complète de la Lune, mais il n'en est rien. Au pôle sud de notre satellite se trouvent d'immenses cratères que la lumière n'a pas touchés depuis des lustres. Ils demeurent plongés dans une obscurité totale, plus glaciale que Pluton, et pratiquement insondable. Pourtant, il nous faudra peut-être affronter ces ténèbres si nous souhaitons explorer l'espace, car elles dissimulent des ressources essentielles au maintien de la vie et aux voyages lointains. Oui, il s'agit bien d'eau, emprisonnée sous forme de minuscules cristaux dans le sol lunaire. Or, la présence d'eau dans l'espace constitue toujours une bonne nouvelle. Vous avez sans doute entendu que les chercheurs traquaient aussi cette substance sur Mars. Si la planète rouge abritait quelques réserves d'eau sous sa surface, l'hypothèse d'une vie passée deviendrait réellement plausible. Même la découverte de simples microbes représenterait une avancée majeure pour l'humanité. Voilà pourquoi les astromobiles inspectent les cratères martiens et forannent le terrain avec la minutie de jardiniers spatiaux chevronnés. Aussi remarquable que puisse être la présence d'eau sur Mars, celle présente sur la Lune pourrait nous être encore plus utile à court terme. La raison en est double, la distance et la faible gravité de notre satellite. Nous pouvons l'atteindre en 3 jours, ce qui est dérisoire. Il faut pas moins de 7 jours pour rejoindre New York depuis Londres en croisière. Mais surtout, la Lune offrirait un véritable relais. Un lieu où faire halte, se ravitailler et repartir afin de poursuivre nos explorations. La gravité lunaire ne représente qu'un 1/6 de celle de la Terre. Et cela ne sert pas seulement à se divertir en bondissant comme un cabri. Cette différence implique que le lancement de fusées depuis notre satellite serait bien moins exigeant que depuis la Terre, où il faut brûler des quantités colossales de carburant simplement pour s'arracher à l'atmosphère. Songez par exemple à Saturne 5.1, la fusée qui transporta les équipages des missions Apollo. Elle était composée à plus de 90% de carburant, rien que pour quitter le sol. Sur la Lune, cependant, la mise à feu d'une fusée est nettement plus simple, ce qui permettrait d'emporter de plus grandes charges tout en consommant moins de carburant, comme si vous pouviez partir en voyage avec une valise bien plus grande. Si nous parvenions à exploiter la glace lunaire pour fabriquer un combustible spatial, notre satellite deviendrait une escale pratique et abordable pour l'exploration du système solaire. En outre, grâce à quelques procédés chimiques élémentaires, il serait possible d'extraire de l'oxygène de l'eau pour respirer ou alimenter nos moteurs, sans oublier que les astronautes auraient besoin d'eau pour boire et cultiver des plantes sur une base lunaire. Que savons-nous donc des découvertes récentes ? Durant longtemps, les scientifiques pensaient la Lune totalement aride. Mais en 2009, la NASA fit s'écraser une fusée dans un cratère, provoquant une gerbe de glace et de vapeur, presque un feu d'artifice, qui confirma enfin la présence d'une certaine quantité d'eau. Mais laquelle ? Apparemment, assez pour compter. Les données indiquent que les régions polaires pourraient receler des centaines de millions de tonnes de glace, certaines estimations avançant environ 590 millions de tonnes, soit l'équivalent du poids de 460 millions de voitures. Ce ne sont pas des lacs, certes, mais cela demeure considérable et il pourrait même y en avoir davantage. Cette eau pourrait également aider à révéler d'intrigants secrets scientifiques. Cette glace est très ancienne et agit comme une capsule temporelle issue des premiers instants du système solaire. L'analyse de ces molécules figées pourrait nous éclairer non seulement sur la manière dont l'eau a atteint la Lune, mais aussi sur son apparition sur Terre. Mais alors, que fait toute cette eau sur la Lune et comment y est-elle parvenue ? Les chercheurs estiment qu'une partie aurait voyagé sur des comètes et des astéroïdes il y a des milliards d'années. Nombre de ces corps transportant de la glace qui se seraient finalement déposés dans les régions polaires. Une autre source possible réside dans l'interaction du vent solaire avec la surface lunaire. Quelles que soient ses origines, l'essentiel tient à l'endroit où cette glace s'est accumulée, au cœur des cratères polaires. Et même si l'on n'en retrouve ailleurs que dans ceux du pôle sud, c'est là que se trouveraient les réserves les plus vastes et les plus stables. Certains de ces cratères sont immenses. L'un des plus connus, le cratère Shackleton, excède 21 km de large et atteint plus de 3 km de profondeur, une échelle presque 2 fois supérieure à celle du Grand Canyon. La Lune n'incline son axe que d'environ 1 degré, si bien que le Soleil ne franchit jamais les rebords de ces profondes cuvettes polaires. Les températures y chutent jusqu'à près de moins 240 degrés Celsius. Toute eau ou substance chimique prise dans ce sol gelé demeure ainsi emprisonnée, comme dans un gigantesque congélateur. Ce qui intrigue particulièrement, c'est qu'au pôle sud coexistent des zones plongées dans une nuit éternelle, et, tout près,
des crêtes montagneuses baignées d'une lumière presque continue, que les chercheurs nomment les pics de lumière éternelle. Elle constitua des emplacements parfaits pour installer des panneaux solaires, tout en restant à proximité des réserves de glace enfouies. Les pôles lunaires sont les seuls lieux connus du système solaire où le jour perpétuel et la nuit sans fin se rencontrent. Mais cette nuit éternelle n'est pas seulement captivante, elle s'avère redoutablement dangereuse. Le terrain y est impitoyable, impossible à reproduire fidèlement sur Terre, et nous ignorons même l'aspect réel de ces lieux depuis l'intérieur. C'est pire que d'explorer l'extrême nord de l'Antarctique en ayant les yeux bandés. Dès lors, cette eau potentielle est-elle réellement accessible ? C'est la question à plusieurs milliers de milliards de dollars. Certes, de l'eau existe, mais l'atteindre ne reviendra pas à prélever une simple portion de glace. Il s'agit en réalité de cristaux minuscules, mêlés à la poussière lunaire. Et pour les exploiter, il faudrait des machines capables de creuser, de chauffer le sol, puis de capturer la vapeur avant qu'elle ne s'échappe dans le vide spatial. S'ajoute ensuite le gel extrême. Même si un humain ou un rover parvenait à descendre sans danger au fond d'un cratère, la progression y serait presque impossible. Les batteries comme les instruments céderaient rapidement, et l'usage de panneaux solaires ou d'équipements électroniques est exclu. Ils gèleraient en quelques minutes. Toutefois, le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA recourt à divers radars et capteurs pour sonder la structure interne de ces cratères, et un outil encore plus performant est désormais disponible. ShadowCam, une caméra d'une sensibilité telle qu'elle saisit des détails dans une luminosité 100 fois plus faible que ce que l'œil humain peut percevoir. Un véritable dispositif ultime de vision nocturne. Grâce à elle, nous pouvons enfin cartographier ces gouffres, sans y poser le pied. C'est pourquoi les ingénieurs imaginent toute une gamme de solutions. Certains projets envisagent des rovers alimentés par l'énergie nucléaire, dotés de phares capables de percer l'obscurité. D'autres conçoivent des robots qui descendraient les parois en rappel ou bondiraient sur le sol, à la manière des chasses sauteuses. Il existe même des concepts de foreuses, aptes à liquéfier le sol gelé et à piéger la vapeur d'eau, comme la condensation qui se forme sur une canette glacée. Le point positif, c'est que cette eau ne risque pas de disparaître. Elle restera en attente jusqu'à ce que notre technologie progresse. Cela dit, les agences spatiales avancent déjà à grands pas. Plus d'une demi-douzaine de missions sont d'ailleurs prévues dans les prochaines années. Le programme Artemis de la NASA se prépare à renvoyer des astronautes autour de la Lune avant de les acheminer jusqu'au pôle Sud. La mission chinoise Chang'e 7 projette d'examiner ces cratères obscurs, tandis que des entreprises privées comme Firefly et Blue Origin s'organisent pour acheminer du matériel et mener diverses expériences. Voici maintenant un fait supplémentaire, moins connu mais tout à fait remarquable. La Lune dégage une odeur. Lorsque les astronautes d'Apollo ont rapporté de la poussière lunaire dans leur module, celle-ci a réagi avec l'oxygène de l'habitacle et a émis une fragrance très prononcée. Ils la comparaient à celle de la poudre à canon ou de feux d'artifice. Cette poussière n'a pourtant rien de commun avec la poudre noire. Mais ces particules, restées des milliards d'années dans l'espace, se sont révélées extrêmement réactives, dégageant aussitôt ce parfum fumé. Les futurs explorateurs le remarqueront eux aussi, car cette poussière adhère à pratiquement tout. Espérons qu'en plus du reste, les scientifiques mettront au point des systèmes de purification de l'air pour les bases lunaires. Sous vos pieds, la Lune vibre d'une énergie insoupçonnée. Vous percevez une menace diffuse. Ce satellite inerte, du moins l'aviez-vous cru, demeure immobile une fraction de seconde, avant qu'une violente secousse ne vous projette au sol. Serait-ce un séisme lunaire ? Pendant des décennies, la communauté scientifique a tenu pour acquis que la Lune était totalement inerte. Or, les découvertes les plus récentes remettent en cause cette certitude. Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland a identifié 266 crêtes énigmatiques sur la face cachée de la Lune, et leur existence laisse fortement présumer une activité géologique récente. Devons-nous alors envisager des tremblements de Lune ? Eh bien, d'une certaine manière, ces crêtes se trouvent donc dans des zones volcaniques formées il y a entre 3,2 et 3,6 milliards d'années. Mais leur aspect est bien plus jeune qu'attendu. Elles apparaissent généralement en groupes de 10 à 40 et sont fréquemment situées dans des zones où la structure du sol lunaire est plus fragile. Toutefois, il convient de ne pas prendre le mot « récent » au pied de la lettre lorsqu'il est employé par les astronomes. Il ne s'agit ni de l'an, ni même du siècle dernier.
La plupart des modèles établis par les scientifiques estimaient jusqu'ici que l'activité géologique de la Lune avait cessé il y a 2,5 à 3 milliards d'années. Cependant, ces nouvelles données suggèrent que ces formations pourraient avoir été actives au cours du dernier milliard d'années. Certaines crêtes plus modestes sembleraient même s'être façonnées il y a seulement 200 millions d'années, ce qui, à l'échelle lunaire, est remarquablement récent. Autrement dit, la Lune pourrait encore subir des transformations géologiques de nos jours. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de l'histoire et de l'évolution de la Lune. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à ces conclusions? Des chercheurs de l'Université du Maryland et de la Smithsonian Institution ont estimé l'âge des crêtes lunaires en utilisant la méthode du comptage des cratères. Le principe est simple. Moins une surface présente de cratères, plus elle est jeune. À l'inverse, une concentration élevée de cratères indique une région plus ancienne. De plus, l'analyse a révélé que certaines crêtes traversèrent des cratères préexistants, ce qui suggère qu'elles se sont formées il y a environ 160 millions d'années. D'un point de vue géologique, c'est très récent, renforçant l'hypothèse que ces processus de formation sont toujours en cours. Les crêtes observées sur la face visible et la face cachée de la Lune présentent des similitudes frappantes, suggérant qu'elles résultent des mêmes mécanismes géologiques. Parmi les facteurs en cause, on évoque le lent rétrécissement du satellite, la contraction thermique de sa croûte et des modifications progressives de son orbite. Des éléments que nous examinerons plus en détail ultérieurement. Un autre argument en faveur d'une Lune toujours active provient des données recueillies il y a plusieurs décennies par les missions Apollo. L'expérience sismique lunaire avait déjà enregistré 28 séismes de faible profondeur, d'une magnitude allant d'1,5 à 5. Les scientifiques estiment que ces crêtes pourraient être directement liées à ce type d'activité sismique. Le rétrécissement lunaire trouve son origine dans la formation même du satellite, il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon les scientifiques, la Lune serait née de l'impact titanesque entre la Terre primitive et un objet céleste de la taille de Mars. Ce choc aurait projeté dans l'espace d'immenses quantités de matière en fusion, qui se serait progressivement agrégée pour former la Lune. À ses débuts, elle était un monde incandescent, soumis à une intense activité volcanique et sismique. Autrefois, la Lune n'était qu'un océan de roches en fusion dérivant dans l'espace. Mais à quel moment s'est-elle solidifiée? Les scientifiques ont enfin tranché, il y a 4,43 milliards d'années. Ce fut un moment clé, non seulement pour la Lune, mais aussi pour la Terre. En effet, l'impact à l'origine de la Lune pourrait bien avoir été l'ultime événement, ayant permis à notre planète d'atteindre une stabilité propice à la vie. Au fil de milliards d'années, la Lune s'est refroidie et contractée, et aujourd'hui elle éclaire nos nuits sous la forme d'une sphère rocheuse familière. Pourtant, son refroidissement n'est pas achevé. Son noyau continue de perdre lentement de la chaleur. Cette dissipation thermique progressive pourrait d'ailleurs être l'un des moteurs de l'activité lunaire persistante. En refroidissant, l'intérieur de la Lune se rétracte, ce qui entraîne des fractures et des déplacements dans sa croûte. L'un des indices les plus manifestes de cette contraction est visible dans les mers lunaires, ces vastes étendues sombres qui constellent sa surface. Ces marias se sont formées lorsque la lave a comblé d'anciens cratères d'impact avant de se solidifier. Avec le temps, la croûte refroidie s'est contractée, donnant naissance aux crêtes plissées que l'on observe aujourd'hui. L'activité géologique lunaire pourrait également être alimentée par les interactions gravitationnelles avec la Terre. Ces forces exercées en continu engendrent probablement des tensions au sein de la croûte et contribuent au déclenchement de mouvements tectoniques. Tout cela est fascinant, mais ces phénomènes peuvent-ils avoir un impact sur l'humanité? D'une certaine manière, oui. La Lune a longtemps été perçue comme un environnement stable, idéal pour l'installation de bases et l'exploitation de ressources. Or, la mise en évidence d'une activité géologique persistante soulève de nouvelles inquiétudes. Si la surface continue à se mouvoir, les futures colonies, infrastructures et opérations minières pourraient être exposées à des risques considérables. C'est pourquoi il est crucial, à ce stade, de disposer de sismomètres et de radars à pénétration de sol afin de mieux appréhender ces mouvements. Cela nous permettra d'évaluer les dangers potentiels avant de lancer toute mission de longue durée. Par ailleurs, un autre problème majeur pour les futures missions concerne la poussière lunaire, également appelée régolithe.
Les astronautes d'Apollo ont rapidement constaté que cette poussière, aussi fine que collante, s'infiltrait partout, endommageant leur équipement et nuisant à leur santé. Une étude menée par les ingénieurs de Texas A&M a mis en évidence un autre aspect inquiétant. Lors des atterrissages et des décollages des fusées, la poussière est projetée en l'air, créant un danger potentiel pour les missions, surtout avec le nombre croissant d'engins spatiaux transportant des équipages et du matériel vers la Lune. Le régolithe lunaire se décline sous diverses formes, allant de minuscules particules de poussière à de grands rochers. Il est principalement composé de minéraux de silicate fin d'environ 70 microns, soit la taille d'un cheveu humain. Ces particules se sont formées au fil de milliards d'années, lorsque des météores et des astéroïdes ont frappé la surface lunaire, réduisant une grande partie de celle-ci en une fine poudre. Contrairement à la Terre, la Lune possède une atmosphère pratiquement inexistante. Il n'y a donc ni vent ni eau pour aplanir la poussière. De plus, l'exposition continue au vent solaire a chargé électriquement le régolithe, ce qui le rend extrêmement adhérent aux surfaces qu'il touche. Les astronautes d'Apollo l'ont appris à leurs dépens. La poussière lunaire s'accrochait à leurs combinaisons, se retrouvait dans les modules lunaires et collait à toutes les surfaces. Pire encore, elle constituait un danger pour la santé, provoquant des irritations oculaires et des difficultés respiratoires à l'intérieur de leur vaisseau. Cependant, pour l'instant, ce problème semble concerner davantage les générations futures. Un enjeu bien plus crucial que tout autre est la recherche d'eau pour soutenir les futures missions lunaires, et la Chine se prépare à y faire face. Dans le cadre de la mission Chang'e 7, prévue pour 2026, un robot volant explorera les cratères profonds du pôle sud de la Lune à la recherche de glace. Si son existence est confirmée, cela pourrait révolutionner les missions lunaires à venir en offrant aux astronautes une source d'eau et même du carburant pour leur trajet dans l'espace. Cette mission est essentielle pour le projet chinois visant à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 5 ans. Bien que de l'eau ait déjà été trouvée, notamment dans des échantillons de sol, et grâce aux observations des sondes américaines et indiennes, les scientifiques estiment que ces dépôts de glace cachés sont la clé pour rendre les missions lunaires possibles à long terme. Le pôle sud lunaire abrite des cratères particulièrement profonds, et il est possible que de la glace y soit piégée. Le robot, une fois arrivé, explorera ces cratères pour vérifier cette hypothèse. Si de la glace est découverte, cela rendrait les missions lunaires bien plus abordables et efficaces, permettant aux astronautes de s'installer et de travailler sur place. De plus, certains chercheurs estiment que cette découverte pourrait fournir des indices précieux sur la vie extraterrestre. Que l'on trouve ou non de l'eau sur la Lune, et que l'on parvienne ou non à gérer la poussière lunaire, la récente découverte des jeunes crêtes géologiques de la Lune change la donne. Si la Lune est encore géologiquement active, cela signifie que notre connaissance de ce satellite est bien plus limitée que ce que l'on pensait. Que cache encore la Lune ? Sommes-nous prêts à accepter que ce satellite apparemment inerte puisse être plus dynamique qu'on ne le croyait ? Les futures missions nous fourniront des réponses, bien que leur sécurité ne soit peut-être pas aussi assurée qu'on le pensait autrefois. Un astéroïde, détaché de la Lune, s'est récemment rapproché de la Terre. Représente-t-il une menace pour nous ? Kamoa-Lewa, également désigné sous le nom de 2016 HO3, tourne à une vitesse impressionnante en gravitant à proximité de notre planète. Pour simplifier, appelons-le HO3. Les astronomes l'ont repéré le 27 avril 2016. En comparaison avec d'autres astéroïdes, il est minuscule. Toutefois, sur Terre, il aurait la taille d'un petit immeuble, soit environ la moitié de celle de la grande roue du London Eye. Découvert depuis Hawaï, son nom peut être approximativement traduit par « un fragment oscillant ». Après l'avoir étudié, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un éclat de la Lune projeté dans l'espace à la suite d'un impact. Il existe une zone de la Lune appelée cratère Giordano Bruno, baptisée en hommage à un philosophe italien du XVIe siècle qui a payé ses idées au prix fort. Vue de l'espace, cette formation se distingue par d'immenses rayons de matière s'étendant sur plus de 150 km et demeurant encore lumineux. Leur présence suggère qu'un impact colossal s'est produit à cet endroit. Un témoignage historique évoque un événement inhabituel à ce sujet. En 1178, 5 moines, alors en voyage à Canterbury, en Angleterre, auraient observé un phénomène étrange sur la Lune. Selon eux, elle semblait se scinder, accompagnée de flammes et d'étincelles.
Peu après, les ténèbres auraient envahi l'ensemble de sa surface. Au XXe siècle, des scientifiques ont mis la main sur ces archives et ont supposé que ces moines avaient observé la formation du cratère Giordano Bruno. Cependant, il a été découvert par la suite que ce cratère datait d'environ 4 millions d'années. Heureusement, car un tel impact, s'il s'était vraiment produit au XIIe siècle, aurait engendré un véritable chaos sur notre planète, en provoquant une gigantesque tempête de météores. Quoi qu'il en soit, notre HO3 est probablement un fragment de la Lune détaché lors de cet impact il y a 4 millions d'années. Heureusement, il n'y a pas lieu de paniquer. Lorsque les astronomes ont détecté ce fragment lunaire, ils ont rapidement tracé son orbite. Il s'avère qu'il ne nous percutera pas dans un avenir proche. Il sera notre quasi-satellite, pour au moins 3 siècles de plus, ce qui signifie qu'il suivra une trajectoire autour du Soleil, restant proche de la Terre sans entrer en collision. Son orbite, toutefois, demeure chaotique. Elle semble suivre un mouvement circulaire autour de notre planète, avec des oscillations constantes, se rapprochant et s'éloignant, montant et descendant. Et au XXIVe siècle, son mouvement deviendra encore plus erratique, adoptant une orbite en fer à cheval qui l'éloignera progressivement. HO3 pourrait-il un jour entrer en collision avec la Terre? Peut-être. Mais un tel scénario pourrait se produire dans des millions d'années, lorsqu'il pourrait quitter son orbite actuelle pour entrer en collision avec la Terre, Vénus, ou même le Soleil. Il pourrait aussi être totalement éjecté du système solaire. Bien qu'il soit l'un des astéroïdes les plus proches jamais observés, il reste l'un des plus petits et des plus stables. Cette découverte ouvre également des perspectives fascinantes concernant la vie dans l'univers. Il apparaît que des roches peuvent voyager entre les corps célestes. Certains avancent l'hypothèse selon laquelle la vie pourrait s'être répandue à travers l'univers en voyageant sur ces roches, tel un taxi spatial. Ou, du moins, les éléments essentiels à la vie, comme le carbone. Peut-être que la vie est même parvenue sur notre planète en faisant du stop sur des roches provenant de Mars. Bien que HO3 ne porte probablement pas la vie, le fait qu'il puisse voyager pendant des millions d'années, transportant la matière tout en restant intact, vient renforcer cette théorie. Les astronomes envisagent d'envoyer un engin pour étudier HO3. En 2017, un groupe d'étudiants a suggéré d'utiliser un vaisseau spatial pour cela. L'administration spatiale nationale chinoise projette d'envoyer une sonde robotique vers HO3 aux alentours de 2025. Cette sonde devrait s'y rendre, récolter des échantillons, puis les ramener sur Terre pour analyse. Malheureusement, cet astéroïde est invisible à l'œil nu. Avec un diamètre d'à peine 130 mètres, il serait trop petit et trop faible pour être observé sans un télescope puissant. Cependant, il existe un autre astéroïde qui sera visible et promet d'être impressionnant. En 2029, un astéroïde de grande taille passera si près de la Terre qu'il sera visible à l'œil nu. Ne manquez pas cet événement car il s'agit d'une occasion unique dans une période de 1000 ans. Cet astéroïde, connu sous le nom de 2004 MN4, ou Apophis pour faire court, est bien plus grand que HO3, avec un diamètre d'environ 370 mètres. Ce passage sera le plus proche jamais enregistré. Cet astéroïde avait d'ailleurs provoqué une certaine panique en décembre 2004, car il existait une probabilité de 2,7% qu'il percute la Terre en 2029. La peur s'est alors emparée de nombreuses personnes. Le nom même, Apophis, fait référence au serpent maléfique de la mythologie égyptienne, une créature gigantesque combattant le dieu Rê et cherchant sans cesse à engloutir le soleil pour détruire le monde. Heureusement, grâce à des données plus précises, les scientifiques ont vite constaté qu'il passerait effectivement très près de nous en 2029, mais qu'il ne ferait que passer sans causer de dommages, tel un caillou tranquille. Une autre inquiétude, cependant, était liée à la possibilité qu'Apophis traverse un trou de serrure gravitationnelle pendant son passage rapproché de notre planète. Cela aurait pu accidentellement modifier son orbite. Et si un tel phénomène se produisait, il reviendrait sur Terre en 2036, un peu à la manière de la planète du film Mélancolia. Cependant, après de nouveaux calculs, les chercheurs ont écarté cette hypothèse. Apophis s'approchera toujours de la Terre en 2036, mais à une distance équivalente à celle de Vénus lorsqu'elle dépasse notre planète. Après cela, Apophis et la Terre suivront leurs trajectoires respectives. En moyenne, un astéroïde de la taille d'Apophis frappe la Terre environ une fois tous les 80 000 ans. Si un tel impact se produisait, il détruirait une vaste zone, provoquant des tremblements de terre et des tsunamis à l'échelle mondiale. Cependant, il ne déclencherait pas une apocalypse. Loin de là. Apophis ne sera visible qu'en Europe, en Afrique et en Asie occidentale. Ainsi, si vous souhaitez l'observer, vous n'aurez peut-être pas à voyager.
L'astéroïde apparaîtra comme une étoile se déplaçant rapidement dans le ciel nocturne et brillera suffisamment pour être observé à l'œil nu. Il sera relativement facile à repérer la nuit, bien que les lumières des villes puissent compliquer son observation. Considérez un instant que ces astéroïdes ne sont pas les seuls à traîner dans les environs. Tant HO3 qu'Apophis font partie des astéroïdes de classe Apollon. Ce groupe d'astéroïdes possède des trajectoires qui croisent celles de la Terre. Ils représentent ainsi une véritable menace, car en traversant l'orbite terrestre, ils pourraient potentiellement s'approcher de notre planète, voire entrer en collision avec elle. Le premier astéroïde de ce groupe à avoir été observé est Apollon 1862, nommé d'après le dieu grec du Soleil. Découvert en 1932, c'est de lui que le groupe tient son nom. Cet astéroïde est encore plus imposant. Il mesure plus d'1 kilomètre de large. Il est si grand qu'il possède même une petite lune dans son orbite. De plus, Apollon ne croise pas seulement l'orbite terrestre, mais également celle de Vénus et de Mars. Petit fait amusant. Bien qu'il ait été le premier astéroïde de ce type à être identifié, les télescopes l'ont accidentellement perdu de vue pendant plus de 40 ans. Les scientifiques ont donc simplement continué de recenser les astéroïdes visibles. Lorsqu'Apollon a été redécouvert en 1973, il n'était plus en tête de liste et a dû se contenter d'un numéro bien plus élevé. Apollon continuera de passer près de la Terre au cours des prochains siècles. En 2075, il se trouvera quelque part autour de Vénus. Cependant, il devrait passer sans heurts. En tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car les astronomes surveillent de près ces astéroïdes. Si un danger immédiat se présentait, nous en serions probablement informés. Pour qu'un astéroïde puisse anéantir totalement la vie sur Terre, il devrait avoir un diamètre supérieur à 10 km, à l'instar de celui qui a contribué à l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années. Toutefois, ces astéroïdes sont si extraordinairement rares que d'ici à leur arrivée, il est possible que l'humanité ait déjà colonisé d'autres planètes. Ne vous inquiétez pas, mais la Lune est en train de rétrécir et de se rider, un peu comme un raisin qui devient sec. Cela se produit parce que notre satellite naturel conserve sa chaleur interne depuis plus de 4 milliards d'années. Mais son noyau se refroidit progressivement et devient plus dense. Contrairement à la peau souple d'un raisin, la surface de la Lune est assez friable. Cette fragilité entraîne la formation de failles, où différentes sections de la croûte se pressent les unes contre les autres, donnant lieu à ce que les scientifiques appellent des tremblements de Lune. Jusqu'à présent, notre satellite a rétréci d'environ 45 mètres de circonférence. Ce changement est si mineur qu'il n'affecte ni l'apparence des éclipses ni les phases de la Lune. Les cycles de marée ne seront pas non plus affectés, car la masse de la Lune n'a pas réellement changé. Ce processus de rétrécissement ne nous affectera pas directement ici sur Terre, mais cela ne signifie pas que tout le monde est en sécurité pour autant. Les tremblements de Lune causés par ce processus de rétrécissement préoccupent les chercheurs depuis des années. Au cours des célèbres missions Apollo, les astronautes de la NASA ont laissé des sismomètres à différents points de la Lune. Ces appareils étaient incapables de détecter l'activité sismique de la surface lunaire avec une précision exceptionnelle. L'équipement a fonctionné pendant plusieurs années et est parvenu à enregistrer plus de 12 000 séismes lunaires avec des magnitudes allant de 2 à 5. Jusqu'en 1977, l'équipe a pu identifier 4 types distincts de tremblements. Certains, comme ceux causés par des impacts de météorites, étaient relativement faciles à isoler. Toutefois, la cause des séismes lunaires superficiels demeure un mystère pour les scientifiques, ce qui pourrait être obstacle pour les futures missions sur le sol lunaire. Comme leur nom l'indique, les séismes superficiels se produisent relativement près de la surface, le plus souvent de 50 à 220 km sous la croûte. Des recherches récentes suggèrent que ces tremblements seraient déclenchés par la compression de la surface lunaire, conduisant à la formation de failles de chevauchement, où une couche de surface se trouve poussée vers le haut et par-dessus une autre. Cette étude a également identifié les épicentres des plus puissants séismes. Tout a commencé dans la région du pôle Sud, précisément là où nous souhaitons nous installer. Notre intérêt pour le pôle Sud de la Lune a atteint son apogée en 2023, lorsque la mission Chandrayaan-3 de l'Inde a réussi à y atterrir et a déployé un rover pour explorer la région. La NASA prévoit également des missions dans cette zone, avec l'objectif ambitieux d'y envoyer des astronautes pour la première fois.
La mission Artemis 3, prévue pour 2026, a identifié 13 sites d'alunissage potentiels au pôle sud, représentés ici par des carrés bleus. L'une des options se trouve à l'intérieur d'une formation géologique appelée cratère de Gerlach, une zone stratégique pour l'exploration. Cette région pourrait receler de la glace, car certaines parties restent en permanence dans l'obscurité, tout en étant suffisamment proches des zones ensoleillées, essentielles pour collecter l'énergie solaire. Les pointes roses sur cette carte indiquent les épicentres potentiels des séismes lunaires les plus puissants enregistrés par la mission Apollo. Cela suggère que les failles de chevauchement dans cette zone pourraient être relativement récentes et actives, présentant un danger réel pour l'équipage d'Artemis 3. Les astronautes de cette mission séjourneront en orbite lunaire pendant 30 jours et 2 membres descendront à la surface pour environ 1 semaine au pôle sud. Leurs sorties seront particulièrement ardues, en raison des températures extrêmes dans ces régions perpétuellement obscurcies. La présence de séismes lunaires et de glissements de terrain potentiels ajoute encore plus de risques à cette mission, car ces phénomènes sont bien plus effrayants que nos tremblements terrestres. Le séisme lunaire le plus puissant jamais enregistré avait une magnitude de 5,7. Cela pourrait sembler insignifiant par rapport à des séismes similaires enregistrés en 2023 dans des pays comme le Chili, la Colombie ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui n'ont pas causé de dégâts majeurs. Mais la situation est différente sur la Lune. La gravité y étant bien plus faible que sur Terre, un léger tremblement peut avoir des effets beaucoup plus marquants, car vous n'êtes pas aussi solidement ancré à la surface lunaire qu'à celle de la Terre. Les ondes sismiques peuvent donc provoquer des mouvements plus importants de la surface. De plus, la durée des séismes lunaires est beaucoup plus étendue. Nos tremblements de terre durent généralement entre 10 et 30 secondes, certains atteignant parfois 2 minutes. En revanche, un séisme lunaire peut durer bien plus longtemps. La Lune, étant une sphère solide, rigide et sèche, résonne puissamment lorsqu'elle est secouée, sans aucun moyen naturel de dissiper cette énergie. Les séismes lunaires peuvent ainsi durer jusqu'à 10 minutes ou plus, avec de petites secousses qui persistent pendant des heures. Ces nouvelles découvertes concernant les tremblements de Lune superficielle ne modifieront pas réellement les sites d'alunissage potentiels d'Artemis 3, ni la durée de la mission. La raison en est que déterminer précisément la fréquence des tremblements dans une région spécifique est une tâche extrêmement complexe. Les scientifiques savent que ces tremblements peu profonds sont rares et présentent un faible risque pour les missions de courte durée à la surface lunaire. Cependant, la situation change considérablement lorsqu'on envisage une habitation à long terme sur la Lune, ce qui pourrait se produire plus tôt que nous ne le pensions. La mission Artemis 3 représente une étape cruciale vers la colonisation de l'espace. La Chine, de son côté, prévoit d'établir une base lunaire permanente au pôle sud d'ici 2040. Leur stratégie prévoit l'utilisation de l'impression 3D et la fabrication de briques à partir du sol lunaire en vue d'ériger cette base. C'est une perspective fascinante. Mais la mise en place d'une telle infrastructure comporte de nombreux défis, notamment la gestion des radiations cosmiques intenses, le manque d'eau et bien entendu, les tremblements de lune de longue durée. Au fil de milliards d'années, la surface de la Lune a été bombardée par des astéroïdes et des comètes, provoquant le détachement constant de morceaux et de débris. Par conséquent, le matériau de surface est relativement meuble et peu compacté. Lorsque des secousses se produisent, les pentes dans ces zones peuvent être sujettes à des glissements de terrain ou à l'ouverture de nouvelles failles. Les futures colonies situées trop près de ces pentes instables pourraient mettre en péril leurs habitants. La poussière lunaire ajoute une autre complication, car sans érosion ni eau pour la lisser, elle peut devenir aussi dure que le verre. Pour mieux comprendre l'impact et les risques des tremblements de Lune sur les futurs habitants, les agences spatiales doivent cartographier et collecter de nouvelles données sismiques, non seulement au pôle sud, mais sur l'ensemble de notre satellite. En 2025, la mission de suite sismique de la face cachée, ou FSS, prévoit de déployer 2 des sismomètres les plus précis jamais construits dans le cratère Schrödinger, situé sur la face cachée de la Lune. Étudier ce qui se passe sur ce sol est crucial pour comprendre la structure complexe de la Lune et sa dynamique interne.
Les scientifiques tentent toujours de déterminer si l'absence d'activité sismique enregistrée sur la face cachée de la Lune est due à une incapacité des instruments actuels à la détecter ou à une interférence provenant de matériaux en fusion dans le manteau. Une fois cette question élucidée, il sera plus facile de comprendre les tremblements superficiels de la Lune et d'évaluer leurs implications pour les futures colonies installées sur notre satellite naturel. Vous avez peut-être entendu dire que la Terre rétrécissait également, mais il s'agit d'un processus différent. La Lune rétrécit principalement parce que son noyau se refroidit de façon naturelle. Le noyau de la Terre se refroidit aussi, mais notre planète possède des plaques tectoniques, contrairement à la Lune. Ainsi, l'énergie du noyau terrestre fait se mouvoir ces plaques ou se libère au travers d'éruptions volcaniques. La Terre perd également de la masse à cause de la perte atmosphérique. Notre planète perd environ 45 000 tonnes de masse par an, essentiellement en raison de notre atmosphère fuyante. En effet, la gravité terrestre ne suffit pas à retenir des particules légères comme l'hydrogène et l'hélium, qui s'échappent dans l'espace. Toutefois, ces chiffres ne sont pas alarmants, étant donné que l'atmosphère de notre planète pèse plus de 5 millions de milliards de tonnes, soit un chiffre à 15 zéros. En d'autres termes, il faudrait que s'écoule de nombreuses fois l'âge actuel de l'univers pour qu'elle s'évapore complètement. Je ne sais pas vous, mais je respire plus librement tout à coup. Le 23 août 2023, une date mémorable, marquée par l'atterrissage historique du vaisseau spatial indien Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune, une région qui nous est invisible depuis la Terre. Pourquoi cette zone lunaire intrigue-t-elle tant les scientifiques? La réponse réside dans son trésor caché, de la glace lunaire. Ce secteur est supposé en contenir davantage que le pôle Nord. L'enthousiasme des scientifiques est donc compréhensible. Cette glace constitue une précieuse source d'eau gelée, essentielle pour établir une base lunaire permanente, voire même pour alimenter des missions à destination de Mars. Les scientifiques connaissent l'existence de cette glace depuis plus de 2 décennies, depuis qu'une sonde spatiale de la NASA est tombée dessus par accident au cours d'une mission. Puis, en 2018, l'agence spatiale a partagé ses conclusions et confirmé avec certitude l'abondance d'eau dans le pôle sud lunaire. Imaginez les futurs colons lunaires exploitant cette ressource afin de soutenir la vie dans ce désert spatial aride. Par ailleurs, en décomposant l'eau en oxygène et en hydrogène, nous pourrions obtenir de l'air et du carburant pour fusées. Cela rendrait les missions lunaires plus réalisables et autonomes. De plus, cette glace ancestrale, peut-être aussi vieille que la Lune elle-même, offre une fenêtre fascinante sur le passé, susceptible de révéler les mystères profonds de la Lune et de la Terre. Mais il s'avère que l'eau n'est pas du tout rare dans l'espace. De nombreuses planètes pourraient potentiellement abriter la vie. Nous le savons grâce à la détection de vapeur d'eau autour des étoiles, dont la composition est remarquablement similaire à celle de l'eau présente dans notre propre système solaire. Cette découverte suggère que l'eau sur Terre provient initialement de l'espace. Elle se forme autour des étoiles dans un nuage de vapeur extrêmement chaud, puis se transforme en glace, qui se fixe à de minuscules particules de poussière. Ces particules s'agglomèrent au fil du temps pour devenir de plus gros objets, comme des comètes et des planètes. Certaines de ces formations, en effet, deviennent les corps célestes de notre propre système solaire. C'est ainsi que l'eau se répand à travers l'univers. Et c'est probablement ainsi qu'elle est arrivée sur notre planète, et sur la Lune. Les scientifiques pensent que la glace lunaire pourrait avoir voyagé jusqu'ici il y a bien longtemps, peut-être transportée par des astéroïdes riches en eau qui ont percuté la surface lunaire. Tout cela a de grandes implications pour nous. Le pôle sud de la Lune représente un site idéal où établir une base lunaire durable. Imaginez des dômes en briques, connectés par des tunnels souterrains, et peuplés de gens s'affairant à pianoter sur des ordinateurs. D'autres parcouraient le paysage lunaire dans leur Jeep, en route pour extraire de précieuses ressources. Nous avons quelques idées vraiment intéressantes sur la manière de construire cela. Au lieu de transporter des abris lourds et coûteux depuis la Terre, pourquoi ne pas adopter une approche plus efficace? Au fil de notre longue histoire, à chaque exploration de nouveaux territoires, nous avons toujours su exploiter les ressources locales afin de survivre et de prospérer. C'est ainsi que nous nous sommes étendus à travers notre propre planète.
Pourquoi ne pas appliquer la même stratégie à la Lune? Vous vous demandez peut-être quelles ressources la Lune pourrait offrir. Nous savons qu'il s'y trouve de la glace, qui peut être transformée en eau, mais la Lune manque cruellement d'une végétation luxuriante et de nourriture comestible. Cela peut ne pas sembler évident, mais la Lune a effectivement quelque chose à offrir. Des ressources minérales et une abondance de lumière solaire. Contrairement à la Terre, où le Soleil se lève et se couche quotidiennement, les pôles lunaires offrent un spectacle unique. Le Soleil y transite gracieusement le long de l'horizon toute la journée, fournissant ainsi une source d'énergie quasi ininterrompue. Imaginez vivre dans un monde baigné d'une lumière solaire perpétuelle. Les panneaux solaires vont adorer. Et moi, peut-être pas autant. Par ailleurs, nous pouvons utiliser non seulement la lumière du Soleil, mais aussi sa chaleur. À vrai dire, nous devrions vraiment tout exploiter. Si nous avons un excédent de métal lors de la production d'oxygène, trouvons également une utilité à ce métal. Nous devons traiter l'environnement de manière responsable, non seulement sur Terre, mais aussi sur la Lune. C'est pourquoi les scientifiques apprennent à transformer la ressource lunaire la plus abondante, le régolithe, en briques solides. Ils se sont montrés très inventifs pour découvrir comment façonner des briques lunaires. Les chercheurs envisagent d'utiliser la chaleur du Soleil pour faire fondre la poussière lunaire, couche après couche, en créant essentiellement une imprimante 3D pour la poussière lunaire. Les ingénieurs ont également conçu des briques en utilisant des fours solaires et en bombardant le sol lunaire de micro-ondes. Ils sont devenus très habiles à cela. Peut-être qu'un jour nous établirons une petite usine de briques sur la Lune et construirons des maisons en régolithe. Ce serait comme Minecraft dans la vie réelle. Dès que vous trouvez un nouveau matériau intéressant, vous construisez une petite maison avec. Si cela réussit, ces briques pourraient être utilisées pour construire des bâtiments entiers, en recouvrant potentiellement des modules gonflables ou en donnant une seconde vie à des atterrisseurs abandonnés. Alors, les astronautes devront-ils devenir des maçons qualifiés? Pas nécessairement. Il nous faudra créer un système automatisé de robots travaillant en collaboration. Les humains superviseront bien sûr le chantier. En dépit de toute cette automatisation, les scientifiques estiment que vivre sur la Lune sera, disons-le, confortable. Les plans pourraient inclure des quartiers d'habitation superposés ou des zones polyvalentes. Cependant, il y aurait également quelques défis à relever. Sur la Lune, les conditions sont extrêmement rigoureuses. Imaginez des températures brûlantes pouvant atteindre jusqu'à 100 degrés Celsius pendant la journée et chutant à un glacial moins 290 degrés la nuit. Il n'y a pas que le climat qui pose problème. La Lune est constamment exposée aux radiations solaires, aux rayons cosmiques et aux impacts de micrométéorites. Tous ces facteurs usent progressivement tout ce qui se trouve à sa surface. Un autre grand défi est la poussière lunaire. Sur la Lune, il n'y a pas d'air à respirer, et cette poussière peut causer de graves problèmes. Ce n'est pas une poussière ordinaire. Elle est extrêmement collante, et peut même provoquer des éternuements et des larmoiements chez les astronautes, comme une sorte de rhume des foins lunaires. De plus, elle peut endommager les équipements et les combinaisons spatiales. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Les scientifiques ont découvert que cette poussière était produite lorsque des météores frappaient la Lune, créant ainsi de minuscules particules et des éclats de verre tranchants. Elle est toxique, et ces petites particules peuvent flotter dans la faible gravité lunaire, rendant la respiration difficile. Contrairement à la Terre, la Lune n'a ni vent ni pluie pour nettoyer cette poussière. Les chercheurs s'attellent donc à ce problème pour découvrir comment empêcher cette nuisance de compromettre leur mission. Il y a plus à cet havre lunaire qu'il n'y paraît. Les scientifiques souhaitent également explorer les mystères des ondes électromagnétiques à basse fréquence présentes là-bas. Ces ondes sont des murmures provenant des confins de l'univers. Des signaux insaisissables qui nous sont restés cachés depuis la nuit des temps. Jusqu'à présent, nous n'avons capté qu'une cacophonie de bruits de fond radio. Mais sur la face cachée de la Lune, nous pourrons enfin les enregistrer et les étudier. Étudier ces ondes aidera les chercheurs à dévoiler les secrets des origines de l'univers. Il ne s'agit pas simplement de la Terre ou de la Lune, mais de remonter au tout premier commencement de notre monde. Notre nouveau laboratoire lunaire pourrait nous aider à redéfinir de façon permanente notre compréhension du cosmos. La NASA a de grands projets pour la Lune. La mission Artemis a effectué un retour réussi sur Terre en décembre 2022, après près d'un mois dans l'espace, voyageant bien au-delà de la Lune. Cette mission a éprouvé les capacités des dernières avancées techniques qui nous aideront à explorer la planète Mars.
L'objectif d'Artemis est d'établir une présence durable sur la Lune. La NASA ambitionne de créer une passerelle, comme une station spatiale en orbite autour du satellite, pour faciliter les atterrissages. Il est prévu qu'Artemis 2 transporte des astronautes en orbite lunaire en 2024. Et lors d'Artemis 3, qui devrait avoir lieu au milieu de la décennie, 2 astronautes se poseront près du pôle sud de la Lune. Il est tout à fait possible qu'une base lunaire soit construite au cours des années à venir. Alors, restez à l'écoute. Que diriez-vous de jouer au golf, non pas sur Terre, mais sur la Lune? Remontons 50 ans en arrière. Un astronaute a transformé la surface lunaire en un parcours de golf super insolite, du jamais vu. Tous les golfeurs vous diront à quel point il est difficile d'éviter les fosses de sable. Maintenant, imaginez Alan Shepard, un astronaute de la NASA, se débattant sur une surface toute de poudre très fine. Au cours de la mission Apollo 14, il a fait une pause pour montrer ses talents de golfeur de l'espace à tous ceux qui le regardaient depuis la Terre. Après son premier coup, il s'est empressé d'en faire un autre. La balle semblait aller à l'infini. Revenons un instant à notre réalité. Grâce aux recherches de l'United States Golf Association, ou USGA, nous disposons de quelques chiffres. Les chercheurs ont constaté que la première balle lunaire d'Alan a parcouru 22 mètres, et la seconde 37 mètres. La comparaison avec les coups de golf sur Terre? Dans des conditions normales de gravité, la balle parcourt en général une centaine de mètres. Une technique parfaite sur Terre, grâce à la technologie et à l'entraînement. Ne veut donc pas dire que nous serions forcément des champions sur la Lune. Mais rendons hommage à Alan. Jouer au golf sur la Lune, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il ne disposait même pas d'un vrai club. Il avait dû en fabriquer un en attachant à un collecteur d'échantillons lunaires une tête de club emportée à bord de la mission. Et puis imaginez-vous aussi qu'il portait une combinaison très peu pratique. Un swing dans une tenue rigide comme du carton? Pas facile. Par conséquent, Alan ne put faire son swing qu'avec une seule main. Envie d'essayer? Vous ne pourrez peut-être pas jouer au golf sur la Lune de sitôt, mais vous pouvez essayer de jouer sous l'eau. On dit que les conditions y sont similaires. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes. L'USGA ne s'est pas contenté de croire Alan sur parole. Les chercheurs ont décidé de mener l'enquête. Pour commencer, ils ont utilisé des images hyper sophistiquées de la mission Apollo 14. Ils ont également utilisé les images de haute qualité prises avec la Moon Camera de la NASA, lancée en 2009. À l'aide de ces images, ils ont pu retracer le trajet de ces 2 balles de golf. Alan est tombé amoureux de son club de golf lunaire, et il l'a rapporté sur Terre. Rien de plus normal, me direz-vous. Mais voilà, en ce temps-là, les astronautes abandonnaient certains objets inutiles sur la Lune, afin de faire de la place pour les échantillons. Mais il emporta son club. Ainsi, dans les années 70, ce club de golf de l'espace s'est retrouvé exposé dans le musée de l'USGA, dans le New Jersey. Contrairement aux clubs ordinaires, celui-ci avait une particularité. Fabriqué en aluminium et en téflon, il était conçu pour se plier afin de prendre le moins de place possible dans un module lunaire. Mais comment cette idée de faire du golf sur la Lune a-t-elle vu le jour? Eh bien, en 1970, la légende du golf Bob Hope a rendu visite à la NASA. Inspiré par la passion du champion, Shepard a eu une idée, du golf sur la Lune. Pour réaliser son rêve, il a travaillé avec un professionnel de ce sport, ainsi qu'avec des techniciens de la NASA. Ensemble, ils ont fabriqué un club qui répondait aux strictes normes de sécurité de l'agence spatiale. Mais attention, Alan ne voulait pas faire quelque chose de simplement extravagant. Souvenez-vous, voyager sur la Lune nécessitait des protocoles très stricts. Il ne partait pas faire un pique-nique là-haut. Alan s'est donc assuré que les responsables de la NASA étaient d'accord avec cette petite partie de golf impromptue. Au début, ils furent sceptiques, mais ils donnèrent finalement leur feu vert après qu'Alan ait exposé son plan. Il leur a promis qu'il ne jouerait que si tout se passait bien lors de la mission. Déterminé à atteindre la perfection, Alan s'est préparé comme un champion. L'histoire raconte qu'il enfilait sa lourde combinaison spatiale et allait s'entraîner dans des endroits secrets. Des décennies plus tard, il pense encore à son escapade lunaire. Il est le seul golfeur à avoir jamais swingé sur la Lune. Les astronautes n'ont pas seulement laissé des balles de golf lors de leur voyage. Ils ont en fait abandonné un grand nombre d'objets sur la Lune entre 1969 et 1972, l'année du dernier alunissage. Chaque fois que vous admirez la Lune, souvenez-vous qu'il y a là-haut une jolie photo de famille, d'énormes gadgets scientifiques, une petite statue,
un tas de sacs de déchets, et, aussi, quelques drapeaux américains. Les années ont passé, et techniquement, ces objets sont toujours sur la Lune. Mais dans quel état, nous l'ignorons. Les conditions sont plutôt difficiles sur la Lune. Certains objets avaient une place spéciale dans le cœur des astronautes, mais devaient quand même être abandonnés. Mais bon, laisser certaines choses signifiait qu'ils pouvaient ramener des échantillons très précieux. Vous connaissez bien ça. C'est comme quand vous devez faire de la place dans votre valise pour vos souvenirs à la fin des vacances. La NASA a-t-elle une liste complète des choses abandonnées sur la Lune? Non, pas vraiment. En fait, une équipe a essayé de créer une liste de tous ces objets. Et ils ont pu compter jusqu'à 600 articles appartenant à la seule mission Apollo 11. Et c'est sans compter les célèbres empreintes de pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Le matériel scientifique constitue l'essentiel des objets les plus volumineux sur chaque site d'atterrissage. Il y a par exemple des pièces de modules et des instruments permettant l'étude du sol lunaire. Mais on trouve aussi de très beaux témoignages. La plaque d'Apollo 11, ou un disque spécial contenant des messages de dirigeants du monde entier. Certains affirment que les astronautes ont également emporté des médailles en souvenir de cosmonautes héroïques, et qu'ils ont même laissé un rameau d'olivier en or, symbole de paix. Les missions lunaires ultérieures furent un peu plus amusantes, comme celle d'Alan Shepard et sa partie de golf. Mais c'est Charlie Duke qui remporte la palme de l'émotion. Lors de la mission Apollo 16, il a laissé une photo de sa famille Bellabo. Il voulait ainsi qu'ils fassent eux aussi partie de l'aventure. Cependant, ces photos n'ont probablement pas bien vieilli en raison de la forte exposition de la Lune au rayonnement solaire. Il y aurait même un musée d'art, là-haut sur notre satellite. Je m'explique. On y a déposé une petite œuvre d'art appelée le Moon Museum. C'est une puce en céramique de la taille d'un ongle. Elle a été créée par un artiste nommé Forrest Myers. Ce minuscule objet présente des œuvres d'art miniatures de 6 artistes de talent. Parmi eux, on trouve par exemple le célèbre Andy Warhol, l'artiste de génie connu pour ses boîtes de soupe emblématiques et ses portraits de célébrités. Forrest Myers a déclaré qu'il voulait que son mini-musée soit déposé sur la Lune. Mais il y avait un problème. Les responsables de la NASA n'étaient pas d'accord. Cependant, Myers a déclaré dans la presse qu'il avait remis sa puce à un ingénieur travaillant sur la mission Apollo 12. Selon Myers, cet ingénieur a secrètement caché le musée de la Lune sur une des jambes de l'atterrisseur. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, ces atterrisseurs lunaires ne reviennent pas sur Terre après leur mission. Prenez ceci avec des pincettes, cependant, car la NASA n'a jamais confirmé cette histoire. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ont-ils laissé toutes ces choses? Parfois, c'était dans un but précis. D'autres fois, c'était purement pratique. À un moment, on a dit que lors de la mission Apollo 11 par exemple, une décision devait être prise. Les astronautes devaient rapidement déterminer ce qui était essentiel pour leur voyage de retour. Et ils ont dû créer une espèce de décharge, laissant à cet endroit tout ce dont ils n'avaient plus besoin. Abandonner des choses sur la Lune n'est pas si différent de ce que nous faisons sur Terre. Tout comme les archéologues font des fouilles pour en apprendre davantage sur nos ancêtres, les objets laissés sur la Lune marquent le passage de l'homme sur le satellite. Certains objets avaient rempli leur mission. Par exemple, le mât du drapeau, ou la caméra ayant servi à diffuser ces pas de géants si célèbres. Et de nombreux outils utilisés par les astronautes pour collecter des échantillons ont été laissés sur place, car il y avait des choses bien plus précieuses à rapporter sur Terre, des cailloux lunaires. En ce qui concerne l'état actuel de tous ces objets, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Nous savons que l'observateur lunaire de la NASA a détecté certaines de leurs ombres, et qu'ils sont donc toujours là-haut. Le matériel de travail avait été construit pour durer. Il se pourrait donc qu'il soit en bon état. Mais tous ces objets personnels, ils sont probablement méconnaissables aujourd'hui.